si. On est vraiment en live. En espérant qu'on soit vraiment en live. Ça, comme ça. Ah, bon, ben ça a l'air de fonctionner, mon ouais, ça fonctionne. Ok, parfait. J'ai ça de là. Je vais juste voir, j'attends que ça. Excuse, là, je suis sur mon. Bon, ben ça me semble bien. Ça me semble bien. Tout me semble correct. Yes. Régent Martel participe en plus à notre conférence. Oui, Régent. Bon, ben, bonjour tout le monde. On va commencer ça dans 7 minutes. Puis c'est ça. Fait que là, on en est là. Régent Martel, quelqu'un de matinal, probablement 20 km de couru. Oui, probablement 120, 25 kilos de couru. Ouais, on prendrait une petite confirmation écrite, Régent, à ce sujet-là. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es réveillé ce matin? En fait, même depuis ta retraite, là, on sait que tu es en retraite dernièrement. Fait que tu as du temps pour courir, Régent, j'imagine. Quand je fais des blagues, Régent, un bon athlète. Oui, ben en fait, c'est ça. Moi, le pourquoi je dis ça en riant, c'est parce que je le vois souvent, je le voyais souvent là, quand il travaillait sur la base militaire de Bagotville, faire l'aller-retour base, son domicile probablement à la baie. Donc, il fait soit à course à pied ou vélo. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de kilométrage dans une semaine, puis il se garde jeune, il se garde en forme, on va vous dire. Tout un athlète, effectivement. Je pense qu'à courir à côté de lui ou faire du vélo à côté de lui, vous n'auriez pas l'impression que c'est un retraité. Non. Surtout pas la course, là, ben, le vélo aussi, là, mais il est en forme, là, évidemment. Là, la course, toujours impressionné. Bon coureur, régulier. Rarement, j'imagine qu'il y a ses douleurs comme tout le monde, là, mais rarement blessé sévèrement. En tout cas, du temps que je l'ai connu. Fait que... Continue à courir. En tout cas, s'il y a des douleurs, il se plaint pas trop. Non, on ne l'entend pas parler, ça. Ouais, c'est ça. Continue à bien huiler la machine sur une base régulière. Ça, c'est sûr. Oui, exact. Toi, JF, tu as recommencé à courir aussi, je pense. Hein? Oui, j'arrive de courir. Moi, je cours j'ai fait ma base, comme j'expliquais au premier Facebook Live. J'ai fait ma progression, mon course-marche. Puis, tu sais, j'ai jamais été un coureur de longue distance, là, mais je me situe pas mal toujours entre le 5 et le 10 km. Mais là, cette année, je me suis donné un défi supplémentaire. Là, je suis dans les côtes de la baie. Fait que je monte, puis je descends, puis ça fonctionne bien. Je ne me blesse pas. J'ai eu maintenant un petit signal de douleur, puis là, j'ai pris une petite pause stratégique de l'eau, puis mon corps et mes jambes sont clairement en adaptation. Douleur au genou, douleur lombaire ou ben... C'était un petit quelque chose en dessous du pied, après ça un petit quelque chose au niveau du tibia, puis tu sais, c'était vraiment un signal minime. Là, on était dans le 2-3 sur 10, mais c'est quelque chose que j'ai quand même écouté par expérience. Je dirais, si j'avais continué, c'est là que ça aurait pu aboutir en fasciite plantaire ou en tendinite de mon à persister et à continuer à courir là-dessus. Périostite, tout ça, ben oui. C'est avec l'expérience qu'on finit par apprendre que même les plus petites douleurs aussi minimes que ça puisse paraître, quand tu continues, puis tu sais, des fois, dans le sport, là, la mentalité a changé un peu, mais avant, c'était beaucoup, t'as mal, ben, c'est pas grave, là, continue, ça va être correct, ça va bien aller. On peut-tu juste peut-être écrire un petit message pour confirmer que la messagerie fonctionne? Ouais, certain. Je vais écrire de quoi? Bon, marquez, vous pouvez nous écrire des questions. That's it. Ça devrait rentrer. Oui. Fonctionne, parfait, ça. Excellent. Puis, ouais, c'est ça. Moi. Oh, quelqu'un qui a écrit. Ah, ben parfait. Super, merci. Ça marche. Merci beaucoup pour la confirmation. Puis, ouais, c'est vrai, j'avais quelque chose, une petite pensée à te partager. Bon, comme tu as vu hier, on était quand même frustrés de la situation, que la vidéo n'avait pas fonctionné. Ouais. Je vais revenir là-dessus quand on va commencer, mais oui, vas-y. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est que tout ce qu'on pouvait livrer, c'était un écran bleu, là, la plateforme qui ne fonctionnait pas. Fait qu'on a passé un peu par toute la gamme des émotions, toutes les deux. C'était frustrant. De 13h15 jusqu'à quoi? On a même, excusez, là,
du terme, là, mais gossé jusqu'à 15 heures. Ouais. Puis on vivait d'eau fraîche et d'espoir jusqu'à 15 heures. Finalement, à 15h30, ça a fonctionné. Ouais. En tout cas, fonctionner, c'est un grand mot, là, mais du moins. Ouais. Moi, j'avais encore. Quand tu avais même annulé l'événement, j'étais encore en train de travailler fort pour essayer de faire un retour. Mais non, on s'est dit qu'on était mieux de dormir là-dessus et de s'en reprendre le samedi avant-midi. Ouais, puis là, écoute, tout est pour le mieux un matin. Là. Tout fonctionne, tout semble 100% fonctionnel. Fait que... Oui, c'est clairement la plateforme ne fonctionnait pas. Là. Je ne t'ai pas dit le dernier développement, mais ils m'ont réécrit. OK. Puis on dit on s'excuse pour la situation. Il y a ce genre de problème-là en ce moment sur la plateforme quand il y a trop de trafic, parce que là, visiblement, l'Internet est rempli de trafic en ce moment, un peu partout sur la planète. Puis on dit qu'il était en train parce qu'il disait que c'était quand même compliqué le monde de la diffusion, du broadcasting, il me disait, puis que en fait, il est en train de travailler sur de la nouvelle programmation, puis là, bientôt, ils vont avoir quelque chose de plus stable. Fait qu'ils disent, vous comprendrez que ça ne prend pas une journée à régler, mais la situation va s'améliorer toujours un peu tout le temps, selon l'équipe de travail qu'on a mis là-dessus. C'est sûr qu'on se disait hier aussi, c'est sûr qu'en ce moment, ces compagnies-là, organisations sont surchargées. Là. Écoute, combien de personnes qui utilisent ça ou ben, qui doivent utiliser ça, puis c'est mondial en plus. Là. Fait que je sais pas s'il y a d'autres logiciels, applications, quoi que ce soit ailleurs, là, mais nous, on est pas mal limités. Hein. Je pense qu'on a fait le tour de nos petites recherches. Puis... Ouais. Limité, puis en même temps, ben, on n'a pas un budget infini pour diffuser. On en a tout, là, mais... Il y a des choses professionnelles là, qui existent, mettons les canaux de sport, là, RDS, TVA Sport, etc. Puis ça, ben, c'est des applications pour des studios, puis ces affaires-là. Fait que, bref, dans ce qu'on a, ben, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, puis on accepte que de temps en temps, il va y avoir des petites fluctuations sur la qualité. La beauté de la chose, c'est qu'on s'adapte et on s'ajuste selon les circonstances. Là. Des fois, c'est frustrant, mais d'autres fois, c'est un apprentissage. Écoute, on a appris hier. On a appris que même si on se frustre, ça ne change pas grand-chose. Puis, ça va débuter, je crois, dans une minute. Vous pouvez inviter des amis. C'est le meilleur moment pour transférer, partager le live qui s'en vient bientôt. Le meilleur truc que j'ai, c'est d'aller copier-coller le lien que vous voyez en haut de votre navigateur. Exact. Ça, ben, vous invitez tout de suite vos amis sur votre page. Ça fait en sorte que là, ben, ça peut se propager dans la communauté militaire et qu'on est capable de parler la francophonie le plus possible dans la communauté militaire. Sinon, ben, il y a le replay, la reprise du vidéo là, qui va être disponible par la suite, bien entendu. J'avais même une amie que j'ai connue au Vietnam qui voulait participer, qui participait à matin, supposément. Je ne sais pas si elle est là. Elle ne comprendra pas grand-chose, mais en tout cas, elle comprend ma face de petit gars énervé. Là. Fait que ouais, partagez. Puis juste pour mentionner, là, si vous avez des questions, quoi que ce soit, évidemment, ben, comme toujours, soyez bien à l'aise. Je ne dis pas qu'on va répondre dans la seconde près, mais on a répondu, je pense, à toutes les questions jusqu'à présent. Si on en a oublié, excusez-nous, vous pouvez nous les reposer. Même si ce n'est pas en lien là, avec le sujet d'aujourd'hui, au pire, on vous répondra par la suite. Ou on pourra même prendre 5 minutes pour répondre à une question, mais c'est le plus possible en lien avec ce qu'on va faire. Donc, fait qu'on va commencer. Je pense qu'on en est là. Fait que bienvenue tout le monde. Premièrement, avant qu'on poursuive, là, désolé, hier, on avait fait de la publicité, là, on était censé faire le live, le direct, pardon, hier. Malheureusement, étant donné la force des choses, BeLive, fait que notre plateforme qu'on utilise a eu des difficultés là, de retransmission. En fait, on était incapable de se filmer, puis c'était pas nous qui étions en problématique, mais bien le site. Ce qu'on peut comprendre, parce qu'il y a beaucoup de monde de connecté en même temps, là, du moins c'est ce qu'on pense, là, ce qui a été dit. Fait qu'on s'excuse. Puis on est là aujourd'hui. On est là aujourd'hui pour reprendre ça. Donc, fait que toujours le même sujet. Là, aujourd'hui, on va discuter là, de push-up, développer couché, flexion des coudes, puis développer militaire, tirage vertical, grosso modo, épaules, pectoraux. Fait que je vous présente là, Jean-François Saint-Amand, physiothérapeute là, à la base militaire de Bagotville, et moi-même, Marc-André Boudreau-Rasmussen, kinésiologue, moniteur de conditionnement physique et des sports à la BFC
Bagotville. Donc, on va commencer ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on décolle dans nos sujets, mon cher Jean-François? Jean-François. Oui, ben en fait, un peu comme je le disais en pré-entrevue, c'est de dire que hier, on était extrêmement frustrés de la situation, un peu comme à plusieurs occasions pendant la période du COVID. On passe par une montagne russe d'émotions. Puis là, ben, après une bonne nuit de sommeil, quand je me suis réveillé ce matin, oups, mon téléphone sonne, on va le laisser sonner. C'est la beauté du direct. Salut, Red. Salut, Red. Donc, c'est ça. Après la bonne nuit de sommeil ce matin, un peu comme à plusieurs occasions depuis le début du COVID, je me suis dit, bon, c'est quoi l'opportunité? Je me suis mis à essayer de voir le positif dans l'expérience. Je me suis dit, bon, on va essayer une diffusion un samedi pour voir si ça pourrait pas plaire aux gens. Ensuite, ben, je me suis dit, ben, je suis reposé. Hier, on était en fin de la semaine, je suis un petit peu plus fatigué, donc je vais être à mon meilleur. Ça m'a fait penser à un parallèle aussi, que le repos, on parle de prévention des blessures, mais je vous dirais, le repos, la qualité du sommeil, la quantité de sommeil, extrêmement important pour prévenir des blessures en général. On a souvent tendance à penser, la première chose qui nous vient en tête quand on pense à la prévention des blessures, ça va être, bon, comment je vais me positionner et puis combien de fois je dois faire. Tous ces principes-là très techniques, mais en réalité, si on retourne à l'humain dans sa globalité, qualité du sommeil est très important. Puis ça me fait penser à une anecdote sur un cours de physiothérapie. L'an dernier, j'avais assisté. Puis il y avait un physiothérapeute américain qui, lui, œuvrait avec des équipes de la NCAA football. Donc, c'était plus loin que la grosse ligue universitaire football, des athlètes professionnels en devenir. Des grosses business, ces universités-là, 50 à 100 000 personnes dans les stades. Et puis, eux, le physiothérapeute me racontait que à chaque jour que les athlètes mettaient le pied dans le gym, avant de faire leur séance d'entraînement, il y avait des iPads à leur disposition. Donc, eux prenaient l'iPad. Dans la tablette électronique, il y avait des questions aussi banales que bon, combien d'heures de sommeil as-tu la nuit dernière? Sur une échelle de 0 à 10, combien qualifierais-tu la qualité de ton sommeil? Comment tu te sens au niveau humeur aujourd'hui? Fait que des échelles comme ça, vous voyez où est-ce que je veux en venir? Puis, basé sur les réponses, le logiciel décidait quel genre d'entraînement l'athlète allait avoir. OK. Donc, selon les réponses, là, on était capable de dire oui, OK, il va faire l'entraînement avec l'intensité que toute l'équipe va faire. Ou si tes réponses étaient moins bonnes, on avait des alternatives pour toi qui étaient des entraînements beaucoup moins intenses parce que c'est maintenant prouvé scientifiquement, toutes ces variables-là collectées ensemble, que tu vas être plus à risque de te blesser en entraînement. Ouais, excuse-moi, je pensais que tu avais fini. Oui, vas-y, continue. Non, c'est bien correct. Tu es plus à risque de te blesser dans ton entraînement si tu gardes une grosse intensité. Mais si toutes tes habitudes de vie, puis la qualité de ton sommeil, ta nutrition, etc., n'ont pas été adéquates dans les heures précédentes. Ah ouais, puis je suis totalement d'accord. Puis justement, là, c'est la beauté du direct, c'est qu'on peut parler d'un peu n'importe quoi. mais c'est un sujet super important. J'ai lu là, dernièrement, là, c'est un de mes collègues, Mathieu, qui m'avait passé ça, le livre Why We Sleep de Matthew Walker. Honnêtement, là, c'est sûr, c'est un livre assez lourd, là, dans le sens que, tu sais, il y a beaucoup de faits scientifiques, c'est un scientifique qui écrit ça, fait que c'est pas un livre que tu passes, il y a genre 300 pages, là, tu le passes en dedans d'une semaine, là, normalement, tu fais un petit 15 pages, puis tu fais mijoter ça dans ton cerveau pour essayer de comprendre le plus possible. Puis, non, c'est ça qu'il expliquait, lui, il parlait du sommeil, puis juste couper 1 heure de sommeil, ça a des impacts là, gigantesques qu'on peut même pas se rendre compte. Ils ont fait, dans le même sens que toi, dans le livre, ils expliquent une étude qu'ils ont faite avec des joueurs de la NBA. Je ne me rappelle plus c'est quoi son nom. Puis ils ont comme comparé quand ils dormaient 7 heures, puis 9 heures sur ses performances durant les parties. Puis le résultat, là, il est flagrant. Là. Quand l'athlète dormait 9 heures, juste pour les paniers réussis, je ne sais pas les chiffres exacts, là, mais je vais dire ça globalement. Là. Il y avait une affaire comme... ouais, Matt, en plus, j'ai nommé Matt, effectivement. Fait qu'il y avait une affaire comme 30% de paniers de 2 points de plus de réussi, 10-15% pour les 3 points. Au niveau de son efficacité en défensive, 50% plus efficace dans ses jeux, exemple pour voler le ballon, ben, que ce soit, etc. C'était des chiffres, là. Moi, ça m'a marqué cet exemple-là, dans le sens que c'est... Tu sais, s'il est suggéré, lui, ce qu'il suggère, Matthew Walker, dans son
dans son livre, c'est que en bas de 7 heures, l'humain est beaucoup moins fonctionnel. Il y a des impacts à long terme majeurs, puis à court terme mineurs, mais qui vont avoir un impact, exemple, sur ta concentration, puis ta récupération. Puis là, il comparait entre 7 heures et 9 heures, ce qui est considéré correct pour l'être humain en général. Puis il y avait des différences marquées. Là, fait que je conseille le livre à tout le monde, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est là qu'on peut se rendre compte que le sommeil, c'est dur de classer l'importance de chacune, la nutrition, le sommeil, l'activité physique, même la relaxation, la détente, mais le sommeil est certainement là, aussi, sinon plus important que toutes les autres sphères qu'on vient de mentionner. Là. Oui, pour ces termes de prévention des blessures, c'est pas en prenant un café supplémentaire que ça va non, c'est ça, ouais. Sur le coup, ça peut paraître un peu. Ça peut paraître que ça nous aide, là, mais dans les faits, c'est peut-être même pire parce que justement, tu as l'impression que tu peux en accomplir plus quand au bout du compte, ton corps de base n'est pas prêt à accomplir ce que tu vas demander. Exemple, un entraînement vraiment intense ou tu sais, même. Si, je sais pas, tu fais des travaux à l'école, ou bien que ce soit, ou bien tu étudies quelque chose, tu vas peut-être moins performant moins, pas performant, mais moins de capacité pour retenir là, l'information. C'est une bonne parenthèse, mais super importante, fait que je suis content qu'on l'ait fait. On va commencer, Jean-François, push-up, développer couché. Fait que, on va introduire ça, on va discuter de ça une fois de plus. Là, si vous avez des questions, évidemment, soyez bien à l'aise de nous les poser en temps réel, on va s'adapter. Fait que push-up, développer couché, je vais te laisser commencer là, avec. On va essayer de décortiquer un peu le mouvement. On va parler un peu de ce que nous, on voit comme problématique pendant les entraînements au niveau des blessures. Fait que je te laisse commencer avec la position là, du poignet. Oui, en fait, les erreurs les plus communes, la première, je vous dirais, là, ça c'est moi sur un bench press vue de face. Excusez-moi, je n'ai pas tout mon équipement. Je ne suis pas dans un studio. Je vais me placer un petit peu. Puis juste un parallèle, tu sais, bench press puis push-up, c'est pas pareil, mais très semblable. Fait que c'est pour ça qu'on fait l'exemple avec le développé couché, là, mais tu sais, c'est semblable, le push-up puis développé couché. Bon, comme ça. Puis là, oups, ouais. Ouais, c'est bon. Sur un bench, c'est bon. Fait que là, ben, ce qui se passe la plupart du temps, quand on va faire le bench press, c'est que les gens, à un moment donné, on va gagner en confiance au niveau de notre charge. Puis là, quand on va être rendu à charger davantage, sans s'en rendre compte, nos poignets vont être cassés vers l'arrière. Puis ça, ce qui se passe quand mon poignet est cassé vers l'arrière, c'est que moi, je vois souvent ça en clinique, c'est qu'il va y avoir des petites blessures là, au niveau, parce que les petits os du poignet, là, moi j'appelle souvent ça les 8 blocs Lego qu'on a sur un espace très, très restreint, sont pas faits pour prendre la même charge que nos gros pectoraux puis nos gros muscles des bras. Donc, ce qui est à préconiser quand je vais lever ma charge, c'est que, en fait, la main demeure dans le prolongement de l'avant-bras. Fait que si je le filme dans cet axe-là, il faut éviter à tout prix de casser la main vers l'arrière. Quelqu'un m'avait déjà dit, c'était un kinésiologue d'ailleurs, quand je m'entraînais, il m'avait dit, dans ton échauffement, tu es quasiment supposé d'être capable de tenir la barre juste avec la paume de ta main comme ça, puis juste resserrer tes doigts. Ta barre n'est pas supposée de rester en équilibre sur ton poignet qui, lui, est cassé vers l'arrière. Donc ça, c'est le principe numéro 1. Beaucoup de blessures au poignet vont se produire. C'est la même chose pour notre push-up. La plupart du temps, on va être beaucoup trop agressif sur notre mouvement d'extension du poignet, puis surtout pas assez progressif. Bien entendu, on l'explique depuis le début des capsules, c'est la progression qui est la clé. Ouais. Mais si je peux éviter d'être en pleine extension du poignet sur mon push-up, puis être un petit peu moins en extension en avançant mon corps ou en reculant un petit peu mon corps, en n'étant pas trop en extension du poignet, ça peut faire une bonne différence aussi au niveau des blessures du poignet. Exact. Puis si je peux donner une alternative aux gens là, qui voudraient faire des push-ups, là, qui disent ah, mais là, tu sais, j'ai rien que l'option de le faire au sol avec les poignets cassés, là, entre guillemets. Là, parce que, tu sais, si tu as la mobilité pour le faire avec les poignets en position fléchie, c'est bien correct. Là, je parle il n'y a rien de problématique. Mais sinon, il y a l'option de le faire là, sur les points ou d'utiliser des haltères. Ouais. Fait que, tu sais, s'il y a ces deux options-là très faciles, ça revient de régler une problématique assez rapidement. Puis là, la transition, ça pourrait être une fois de temps en temps
commencer là, à faire soit de la mobilité là, ou des étirements pour les poignets, puis faire une couple de répétitions, quelques répétitions là, de push-up. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Oui, exactement. Puis il y a même les poignées qui sont faites pour ça, les perfect push-ups. Il ne faut pas faire publicité une compagnie, mais en tout cas, il y a plein de compagnies qui ont copié le concept. Ça, j'endosse ce produit-là à 100% parce qu'en réalité, c'est le même principe. Ton poignet demeure en position neutre au lieu d'être cassé vers l'arrière quand tu vas faire ton push-up. Fait que pour les gens qui ont des douleurs de pincement articulaire, puis qui ne tolèrent pas la position, bien entendu, ça va être vraiment d'aller se garder le poignet dans le prolongement de l'avant-bras qui est le plus sécuritaire pour l'articulation. Parce qu'en réalité, on avait une position où est-ce que tu étais beaucoup moins à risque de douleur, une position un petit peu plus de repos pour l'articulation. Je peux faire l'exemple avec mon doigt ici, je vais l'approcher. C'est que mon doigt, lui, il va être confortable quand il est quelque part dans le milieu comme ça, relâché. Si je l'amène vers l'arrière comme ça, vous allez voir rapidement que ça ne lui tente pas. Là. Après 2-3 minutes, il va vous envoyer un signal de douleur. Il n'y a rien qui est brisé dans le doigt, mais les structures qui limitent le mouvement de mon articulation vont m'envoyer un signal de douleur. C'est le même principe au niveau des poignets qui n'aiment pas ce genre de position-là prolongée. Puis il faut se rappeler que c'est des petites structures qui ne sont pas nécessairement toujours faites parce qu'on part d'une position dans notre bureau toute la journée sur notre clavier comme ça. Donc, les poignets sont en ce qu'on appelle un mouvement de flexion. Puis là, nous autres, on s'en va notre 60 minutes par jour, on s'en va au gym. Puis là, tout de suite, on les amène comme ça, puis on pèse dessus, puis on met le poids de notre corps. Fait que notre poignet, lui, il n'a pas reçu le signal encore là, qui était conçu pour aller là. Fait que c'est d'où l'importance d'être progressif, de faire des exercices de mobilité avant, puis de préparer nos articulations au mouvement. Oui, exactement. Puis, si on n'a rien à rajouter, là, je vais passer là, sur moi, ce que je voulais parler aussi, l'effet de torque, là, quand on fait des push-ups. Là, excusez, là, j'ai pas beaucoup d'espace. Mais quand on va venir faire les push-ups, là, je vais venir me placer comme ça ici. Puis là, je gosse avec mon écran. Là. Je vais venir me placer comme ça ici, puis je vais vouloir là, comme venir visser mes mains dans le sol en rentrant mes coudes vers l'intérieur. Ouais, j'ai peut-être mieux placé pour moi là, que pour le montrer. Exact. Sans exagérer, ça ne veut pas dire de coller tout le temps les coudes là, au niveau du tronc. Ça veut juste dire d'appliquer cet effet-là de torsion du corps qui va venir stabiliser là, l'omoplate puis toute l'épaule, fait que l'épaule en général, en contractant les muscles autour là, de l'omoplate, de la scapula. Fait que ça, c'est super important, puis d'éviter là, d'avoir les coudes vers l'extérieur, super vers l'extérieur, sans soutien ou bien quoi que ce soit. Puis souvent, là, des blessures, là, ou ben, du monde qui va avoir des inconforts à l'épaule, tu dois en avoir, toi, Jean-François, là, mais nous autres, on en voit aussi. Là. Même affaire avec le développé couché, hein, c'est un effet de torque, comme si tu voulais venir porter tes coudes collés vers toi, sans nécessairement les coller, mais comme si tu voulais briser la barre là, au développé couché, avec juste tes poignets. Ça, c'est super important. Là, c'est super important. La clé, en fait, c'est d'activer les muscles de l'omoplate avec ces stratégies-là pour bien stabiliser l'épaule. Puis ça m'amène à penser à un autre aspect des blessures les plus communes sur le push-up et le bench press. En passant, tu peux me traduire en français de temps en temps. Là, j'ai souvent puis la plupart des gens ont ces expressions-là en anglais. Ouais, c'est correct, c'est correct. je fais la traduction. Je suis quand même un francophone. Donc, les erreurs les plus communes vont amener à des blessures dans ces mouvements-là. Moi, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est quand, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui a inventé que pour un push-up, il fallait que ton nez arrive quasiment au sol. Puis, sur le bench press, qu'il fallait que ta barre obligatoirement touche à tes pectoraux. Okay? Ça, c'est une règle, c'est un mythe. C'est une règle qui est inventée par quelqu'un quelque part dans un gym, qui s'est vraiment perpétuée au fil du temps, qui est encore bien ancrée dans la mentalité des gens. Puis ça, c'est une énorme cause de blessure parce que veut pas, cette règle-là, veut pas, on n'a pas les mêmes morphologies, on n'a pas les mêmes longueurs de bras. Donc, quelqu'un qui a des plus petits bras, oui, effectivement, au niveau biomécanique, peut ne pas trop se mettre en problème s'il amène la barre déposée ici sur le chest avant de repousser. Moi, je vous confirme que je me suis littéralement créé des problèmes d'épaule à faire ça pendant un an, à me faire dire qu'il fallait que ça se fasse comme ça, puis que si je descendais pas ma barre là, sur mes pectoraux, ben ça comptait pas comme une répétition. C'était littéralement que je trichais. Et puis ça, ben, écoutez pas ces gens-là. Moi, je vous dis clairement que surtout si j'ai des longs bras, la clé, puis je sais pas si c'était la même chose dans tes livres, dans ta théorie à toi, c'est que
quand tu descends la barre, il ne faut jamais que ton coude vienne derrière ton épaule. Donc, il faut qu'il soit en ligne avec l'épaule au niveau de ta descente. Parce que ce qui va se passer si tu descends ta barre trop bas, ça va créer un effet de bascule au niveau de ton épaule. Puis elle, moi, je compare ça souvent là, à un jeu tu sais, le jeu de la bascule à la petite école. L'enfant le plus lourd va être dans ce coin-là de la bascule. Le plus léger va être ici. Puis là, ça va faire basculer ton épaule pour aller vers l'avant. Puis là, qu'est-ce que c'est l'épaule? C'est une petite balle de golf qui, elle, est sur un tee, un socle, qui va être l'omoplate. Puis là, si la force en rotation interne vers l'avant, c'est quelque chose qui va être dommageable. Ça va créer des pincements, ça va créer une force de translation vers l'avant. Puis même, dans certains cas, on peut parler de subluxation. Bon, c'est quand même assez rare, je ne veux pas vous faire peur, là, des épaules qui débarquent spontanément. Ça peut arriver. Là. Il y en a peut-être qui sont concernés en ce moment qui peuvent témoigner de ça. Mais la plupart du temps, le problème, c'est que si on fait ce mouvement-là à répétition, on va se créer beaucoup de pincements et puis de translation au niveau de l'épaule. Puis elle, il faut qu'elle reste centrée en tout temps. Puis nous autres, sur le terrain, là, on peut même la sentir, là, ce petit pincement-là que tu viens de. Disons que j'en fais, là, puis que je vais vraiment en bas, je vais sentir ce petit pincement-là. Puis oui, moi, je suis 100% d'accord avec toi. Je regardais un webinaire là, la semaine passée où on a discuté de ça, là, sur l'hypertrophie, là, qui est très à la mode aussi. Puis il disait qu'il y avait plus d'hypertrophie lorsqu'on faisait un mouvement complet, plus de potentiel d'hypertrophie. Je ne suis pas un expert là-dedans. Je n'ai pas lu énormément non plus au niveau là, scientifique. C'est quoi que ça dit. Je pense qu'avant de faire ça, comme tu viens d'expliquer, tu as fait une très bonne explication, là, Jean-François, de qu'est-ce qui se passe au niveau morphologique là, quand on fait un trop grand amplitude de mouvement, surtout avec un manque de mobilité, ce qui est souvent le cas pour du monde qui en font souvent, avoir les épaules vers l'avant déjà. Puis là, en plus, tu forces l'épaule à revenir encore plus vers l'avant avec je sais pas, 100, 200, 300 livres de charge. Là, on s'en va vers des problématiques là, plus intenses. Puis, fait, tu sais, au bout du compte, des fois, même exemple, là, la science aurait démontré pour ceux qui font de l'hypertrophie ou bien de la performance, que c'est plus de performance à aller d'une pleine amplitude. Il faut quand même se poser la question, est-ce que tu as assez de mobilité? Est-ce que si tu te blesses, tu vas vraiment augmenter tes performances? Ma réponse est non. Ça, je peux te le confirmer. Puis toi, est-ce que c'est ça? On a pris tout en compte est-ce qu'on a fait vraiment le pour puis le contre, à part juste de dire que tu triches quand tu ne fais pas le mouvement complet, qu'on entend souvent, là, qui est blasphème. Là. J'espère qu'on va arrêter de dire des affaires de même, là, parce que ça vient justement créer des blessures, des problématiques pour du monde que juste leur but, c'est de s'entraîner, puis avoir du fun, puis oui, progresser, mais avoir du fun dans tout ça. Là. C'est ça, puis moi, tu marques exactement mon argument que j'avais quand tu t'es mis à parler de cet article-là scientifique. Je ne sais pas exactement la valeur scientifique que ça a, premièrement. Puis deuxièmement, c'est que c'est souvent axé sur des performances court terme où est-ce qu'on regarde la fonction du muscle. Ben oui, OK, peut-être qu'il y a un petit peu plus d'activation musculaire de quelque chose à quelque part quand je vais faire le mouvement de cette façon-là. Mais par contre, comme tu le dis, moi, ce que j'observe souvent dans ma clinique, c'est des gens, mettons, sur une période de 5 ans, je les ai vus une fois par année pendant des périodes de 6 à 8 semaines, se sont blessés. Donc, je vous confirme qu'après 5 ans, la personne qui n'a pas fait le mouvement complet versus la personne qui s'est blessée tout le temps en faisant le mouvement complet, c'est un peu l'histoire du lièvre et de la tortue. La tortue finit par gagner parce qu'elle ne s'est pas blessée, la tortue. Puis, tu sais, tu parlais exactement, tu parlais des études scientifiques tantôt, puis ça prend plus qu'une étude scientifique avant de dire qu'on est sûr. Ben, on va pas encore là, il n'y a jamais de certitude dans la science, c'est la beauté de la science. Là. Mais avant de dire qu'on peut en amener vers un certain courant de pensée, fait que, tu sais, c'est pas une étude qui va faire la différence. Fait que même si demain matin, je lis une étude qui dit ah ouais, si tu fais une pleine amplitude, c'est sûr que tes performances augmentent. Right. Dans un, tu sais, il faut apprendre à évaluer l'étude et tout, puis se faire une tête, qui a fait l'étude, puis dans quel sens il a fait ça, etc. Fait, faut quand même faire attention, puis avoir un esprit critique là, par rapport à ce qu'on fait, puis à ce qu'on lit aussi. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais il faut quand même voir les deux côtés de la médaille. On a des questions, Jean-François. Okay. Je pense qu'on va y répondre. Je suis prêt. Je vais lire ça. Je vais essayer de remonter un peu, ce sera pas long. Yes, sir. Donc, Mathieu, par rapport au push-up
considérez-vous qu'il y aurait beaucoup de gens qui auraient avantage à se placer sur les points? Ça reste quand même débattu de ce côté-là. Moi, personnellement, j'endosserais plus les poids libres ou les poignets parce qu'en réalité, le point comme tel, oh, yes. Pointure, on peut créer d'autres problèmes. On s'entend que ça peut être inconfortable à certains égards. Encore là, on n'a pas les jointures faites de la même façon. Il y en a que c'est plus plat, il y en a que c'est plus rond. Fait que si vous êtes 100% confortable sur les jointures et que vous n'aboutissez pas dans ma clinique, allez-y, je suis bien content avec ça. Mais je vous dirais que généralement, chez les gens avec qui j'ai modifié leur façon de faire les push-ups, ben, c'était vraiment avec ces deux méthodes-là, de tenir les poids libres ou les poignets. Ouais, c'est ça. Non, je suis totalement d'accord. Puis encore là, on peut être sur les points, mais avoir un mauvais positionnement pareil du poignet. Là. Fait que, on revient au même principe. Tu as bien beau être sur les points, si ton poignet est cassé, là, entre guillemets, là, ça revient à la même chose. Là. Ouais. Fait que, j'espère que ça répond à ta question, Mathieu. En parlant de morphologie et le centre de gravité qui n'est pas au même endroit, avez-vous des conseils pour les femmes qui, avec leur poitrine, le positionnement au niveau des push-ups ou du développé couché n'est pas tout à fait le même? Excellente question. Oui, ben, je peux y aller d'un début de réponse, puis probablement. Moi, c'est. Dans les gyms, vas-y. Ben, écoute, le principe, les règles de base restent quand même les mêmes. C'est sûr que là, vous avez, avec la poitrine, l'amplitude de mouvement va être différent. Fait que, pour au niveau, exemple, du développé couché, je vois pas nécessairement de grandes différences. Là, ça reste les mêmes règles de torsion, de positionnement du poignet. Là, comme je l'ai dit, c'est l'amplitude de mouvement qui est différente, mais on vient de mentionner qu'on n'a pas nécessairement avantage d'aller chercher 2 pouces d'amplitude de plus, 3 pouces, quoi que ce soit. Ou en tout cas, à part pour un athlète de haut niveau, exemple de powerlifting, là, OK, mais sinon, non, je pense que ça reste les mêmes trucs, là, les mêmes conditions. Là, ouais. Ouais, moi aussi, même chose. J'aborderais la question à peu près de la même façon que quelqu'un qui a un gros coffre, un gros chest, un homme. Donc, ça va être à peu près le même principe, sauf que là, tu choisis, tu acceptes tout simplement que ta barre va aller moins haut. Justement, tu n'essayes pas de la faire passer ailleurs dans un axe qui va être c'est un bon point. Tu acceptes tout simplement que ça va être un demi ou un trois quarts par rapport à la fameuse norme, d'aller s'accoter ça le plus possible sur le sternum, etc. Fait que moi, non, c'est vraiment ça. Puis au fil du temps, quand j'ai fini moi-même par accepter que oui, ça va descendre moins bas, il ne faut pas que mon coude s'en aille derrière l'épaule comme ça, à tout prix. Premièrement, j'ai réalisé que le bench press était très confortable. Deuxièmement, je pouvais soulever beaucoup plus, puis je voyais ma progression était meilleure parce que mon épaule ne se sentait pas en danger. Ça, c'est une autre affaire. Là, la force, le résultat de ce que vous mettez sur la barre, surtout si vous ambitionnez à mettre plus de charge, ça, on peut débattre ça, puis il y a plusieurs façons d'avoir du plaisir sur un bench. Ça passe pas juste par ajouter le plus possible de force. Mais je vous dirais aussi, c'est qu'en réalité, ce qu'on veut aller chercher, c'est si mon épaule ne se sent pas en danger, elle va aller chercher beaucoup de loin une meilleure performance. Fait que des petits ajustements techniques peuvent faire une énorme différence. Exact. Fait que, pour tout ce qui est de l'axe de l'épaule, l'axe du corps, ça reste la même affaire. Puis disons un push-up, ce qui est important aussi à considérer, là, on n'a pas parlé, là, puis je voudrais rajouter le point, c'est que oui, la position de l'épaule, super important, les effets de torque, comme on parlait. Puis quand je parle d'effet de torque, c'est pas nécessairement de coller le coude au corps, c'est vraiment disons qu'il est décollé du corps, c'est comme si tu voulais l'amener au corps. Fait que, si tu venais de mettre une traction, le sol est juste ici, comme si tu voulais venir mettre une traction dans le sol pour. Ouais, exact. Tu n'es pas obligé de coller tes coudes au corps à 100%. Ouais, l'intention de. L'intention, exact. C'est quoi le résultat que tu cherches? C'est quoi le genre d'activation musculaire? Tu dis, OK, là, je peux y aller, je peux le faire. Fait que toi, c'est quoi ton cue? D'habitude, c'est quand tu peux sentir que c'est activé les muscles en arrière de au niveau de l'omoplate, exact. Ouais. Fait que, comme si, dans le fond, tes deux omoplates sont comme ça, puis ils vont se rapprocher l'une de l'autre. Si on fait une image rapide, là, ça va ressembler à ça. Fait que quand c'est le même, puis vous le laisserez, vous allez sentir votre épaule stable. Tandis que quand je pousse mes coudes, disons, vers l'extérieur comme ça, puis là, j'ai aucun engagement au niveau des omoplates. Faites juste l'essayer 1-2 répétitions, là, bien tranquillement, sans aller trop bas. Vous allez sentir que c'est plus ou moins stable. Là. En fait, c'est instable. Puis quand vous faites l'application de la torsion,
vers l'intérieur. On en a parlé pendant le squat aussi, les genoux vers l'extérieur, d'avoir une certaine torsion. Là. Fait que ça va juste, quand on fait le squat, ça va être les fessiers qui vont être engagés, les muscles autour des hanches qui vont être engagés. Puis quand c'est les push-ups, ben, ça va être tout simplement les muscles autour de l'omoplate et de l'épaule qui vont venir se contracter. Là. Si tu me permets d'ajouter aussi, ça me fait penser à un autre détail, la vitesse. La pire qu'on pouvait faire, à mon humble avis, c'est de justement pas activer les muscles de ce qu'on appelle la ceinture scapulaire de l'omoplate. Là, pistonnez ça le plus rapidement possible pour essayer de battre votre record de push-up. Fait que là, l'épaule, là, elle va agir comme un piston, puis il va en avoir de la translation dans votre épaule de cette façon-là. La friction, oui, exact. Justement, on rappelle, là, le ratio, là, il n'est pas trop gros. Là, c'est une balle de golf sur un tee. C'est vraiment ça, le ratio. Puis tout ce qui tient, il y a un petit peu de ligament, mais vraiment, le plus qui tient ça en place, ben, ça va être les muscles autour de ça. Eux autres, c'est super important de les activer pour que ça reste centré dans votre épaule pendant tout le mouvement. Donc, moi, par défaut, je vous dirais, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quelqu'un qui fait ses exercices à vitesse lente, même, j'exagérerais peut-être même en disant, là, style yoga un peu, beaucoup moins à risque de blessure. Oui. Oui, exact, excuse Jean-François. Oui, exact. Puis je pense que rendu là, si vous voulez augmenter la vitesse, ben, commencez par pratiquer. Encore là, on en revient toujours au même principe. On est plate. C'est du temps, c'est de la progression. Fait que pratiquez-le lentement. Puis à force de le pratiquer, votre corps va enregistrer le message. C'est comme ça que ça fonctionne avec les influx nerveux et les contractions musculaires. C'est à m'amener comme toute chose, quand tu apprends à jouer d'un instrument de musique, au début, tu te pratiques. Puis ben, ceux qui sont vraiment bons, qui finissent à percer, ben, ça devient comme une seconde nature. Ben, c'est la même affaire avec les mouvements. Pratiquez-les lentement. Très, très, très lentement. Puis après ça, ben, ça va venir à s'enregistrer pratiquement automatiquement. Là. Puis j'ajouterais même à l'intérieur de ton échauffement, d'un coup, tu es rendu habitué à la vitesse. Chaque échauffement va-y de plus en plus vite. C'est une forme de progression. Ouais, surtout si tu sors du bureau et que tu n'as pas fait grand-chose dans la journée. Oui, en plus, il y a plusieurs facteurs à prendre en ligne de compte après ça. C'est sûr que, en tout cas, si tu n'as vraiment rien fait de la journée, tu as été assis. Ben, on s'entend que là, le temps d'activer tes muscles, puis d'avoir une bonne posture, peut-être ton échauffement, à la place de prendre 5 minutes, va peut-être en prendre 15. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Puis j'aime mieux faire moins de séries, d'exemple de développer couché quand j'en fais, avec des charges que je veux utiliser, puis avoir un long échauffement que je vais être prêt, que l'inverse, que de faire vraiment un court échauffement, puis faire plein de séries à charge élevée ou plein de répétitions de push-up sans échauffement. Puis là, je pense que quand on s'écoute après ça, oui, t'es content, tu as fait ton entraînement, mais au bout du compte, t'as mal partout. Le lendemain, tu te lèves, puis hop, j'ai de quoi te pincer dans l'épaule. Ben, il y a de quoi qui n'a pas fait. Là. Fait que, pendant l'échauffement avant un bench press, ben là, bien entendu, pas vraiment d'étirement statique parce que l'épaule est quand même déjà très mobile, elle n'a pas besoin d'être étirée dans toutes les directions, puis statique longtemps parce qu'elle, ben, en fait, on veut la garder, comme je dis, le plus possible dans le socket. Donc, ce qu'on veut en réalité, c'est mobilité, activation des systèmes cardiovasculaires, etc. Puis aussi, ben, juste activation musculaire en général. Comme on dit, répéter le mouvement, mais avec faible charge, puis de plus en plus vite. Donc, ça peut être un échauffement acceptable. Je ne sais pas pour toi. Oui, tout à fait d'accord. Puis là, on peut rentrer dans le plus spécifique, en exemple, en activant des muscles opposés là, pour justement pour qu'ils soient capables de se contracter au moment. Puis comme tu viens de dire, je pense que c'est de commencer, plus tu vas lever lourd, plus tu vas faire de répétitions. Exemple, c'est ton même principe avec les push-ups, si tu veux faire 100 répétitions en ligne, exemple, ce qui est excellent pour ça. mais tu sais, si c'est ton, même 50, c'est tout ton but, là, c'est 50, ben, peu importe le chiffre, c'est vraiment de faire un long échauffement, plusieurs séries avec peu de répétitions pour pratiquer ton mouvement. Disons qu'on prend le développé couché, fait que je sais pas si tu as une charge X en tête, ben tu vas prendre au début 25%, 20% de cette charge-là, faire des répétitions avec la bonne technique. Tu vas augmenter progressivement de 5-10%. Ça va peut-être te mener à, surtout si tu lèves proche de ton maximum, à 7-8 séries d'échauffement. Exemple, là, je vais dans l'extrême, là, mais si c'est pas au maximum, ben là, ça peut être 3-4 séries d'échauffement facilement. Ça revient à dire que c'est du cas par cas, puis que dans ces situations-là, plus de performance, on a besoin d'un encadrement. Parce que tu vois, même moi, là, tu me fais ouvrir les yeux là, quand tu y vas d'une affirmation comme ça. Fait que je vais être plus, je vais y aller avec plus de précaution pour les prochains clients qui visent des performances comme ça et qui se blessent constamment.
Ouais, surtout dans le cas de blessure. Puis tu sais, je dirais même dans un cas de non-performance, là, dans le sens que monsieur, madame, tout le monde qui veut. On se fixe la majorité du monde se fixe des objectifs de progression quand ils vont faire des exercices. Puis ça, c'est propre à chacun. Fait que, si toi, ton maximum, c'est de faire un push-up sur la pointe des pieds, ben, ça reste ton maximum pareil. Là. Ça reste un max, comme on pourrait appeler là, en termes d'entraînement. Fait que ça prend un échauffement adéquat. Je vois une excellente question de Zoé. Ouais, kinésiologue PSP. Ouais, notre collègue. Je voudrais juste qu'on finisse de répondre à Andrea là, qui avait une autre question. Est-ce que les coudes doivent être collés sur le corps lors du bench press? Je pense qu'on a répondu à cette question-là. Fait que, on parlait qu'on n'était pas obligé d'être collé, que c'était vraiment juste l'intention de faire de la torsion, un torque avec les bras. Pour le bench press, que pensez-vous du dos arqué? Oh, yes, sir. Vas-y, je te laisse y aller, mon Jean-François. Moi, j'ai mon opinion aussi, mais vas-y, je te laisse y aller. On avait déjà parlé un peu dans le passé, puis on était tous les deux d'accord. Puis moi, de mon œil physio, c'est quelque chose qui va amener quand même passablement de problèmes chez les gens qui aboutissent dans ma clinique. Comme je l'ai dit dans le passé, je suis probablement un peu biaisé parce que moi, je reçois l'échantillonnage des blessés uniquement. Mais toi, tu voyais à peu près les mêmes observations. Fait que, pour la région dorsale, même lombaire, ça peut être très problématique. Puis je reviens à l'exemple de mon doigt. Là, si mon doigt est confortable en position neutre, si je l'amène comme ça plusieurs fois dans une séance, mettons dans la prochaine demi-heure, là, je décide que mon doigt va aller là 78 fois, ben, ça se peut qu'à la fin de la journée, il m'envoie un petit signal de douleur. Il n'aimera pas ça. Là. Il veut que je le remette dans les autres positions. Puis c'est la même chose. Si je vois quelqu'un, exemple, le meilleur combo qu'on va avoir au niveau des vertèbres, ben, c'est quelqu'un qui va faire son bench comme ça, ben, beaucoup arqué vers l'arrière. Ouais. Là, il y a la bedaine du bench. Puis en fait, ben, ce qui va se passer en réalité, c'est l'équivalent de ça. Puis en plus, ben, s'il passe le reste de la journée debout, ou bien s'il s'en va faire une parade militaire, etc., puis là, qu'il y a littéralement un surplus de cette position-là, ben effectivement, son corps va lui dire que c'est pas une bonne chose, puis qu'il y a une petite inflammation qui peut s'installer, puis etc., masse musculaire. Fait que, puis la plupart du temps, la solution, ben, c'est bien simple, c'est de dire arrête de faire ce mouvement-là, puis nous autres, on va te faire bouger un peu dans l'autre direction. Puis soudainement, la colonne se met à aimer ça. Ouais, totalement d'accord. Puis, tu sais, il faut se poser des questions aussi. Tu sais, exemple, on prend les powerlifters, que c'est une technique souvent utilisée, puis c'est correct. Tu sais, je parle, c'est la demande du sport, mais il faut comprendre que même exemple, vous faites des powerlifting là, qui est le fait de lever des charges proches du maximum, là, puis qu'il y a des compétitions de ça, là, pour ceux qui ne seraient pas au courant, mais tu sais, ça reste un sport. Hein. Puis dans le sport, il y a des inconvénients, il y a des plus, il y a des inconvénients, évidemment. Fait que, tu sais, posez-vous des questions. Moi, j'en reviens au même. Tu sais, posez-vous des questions. C'est quoi vos objectifs? Pourquoi vous levez lourd, exemple, au bench press? Quel intérêt ça a d'arquer le dos? Oui, peut-être, ça va augmenter tes performances. Mais comme tu viens de l'expliquer, ça va peut-être t'amener aussi à la clinique de physiothérapie ou chez le médecin. Tu sais, rendu là, je pense que si tu as vraiment un objectif de performance, tu es un athlète de haut niveau ou bien en tout cas un athlète qui performe, oui, OK, on peut essayer d'ajuster les trucs, puis justement adapter le reste de ton entraînement pour que ça. Fait qu'exemple, en entraînant les muscles là, opposés, comme tu viens de mentionner, pour au moins s'assurer de garder un bon équilibre. Mais si vous n'êtes pas athlète, si vous n'avez pas d'intérêt à part peut-être juste le fait de vouloir lever plus lourd, posez-vous des questions sur qu'est-ce que j'en tire comme bénéfice à part de lever plus lourd, puis qu'est-ce surtout ce que j'en tire comme inconvénient de faire cette technique-là. Je pense que la réponse est facile, ou en tout cas, pour moi, elle l'est, du moins. Oui, bon point. Ça revient à dire qu'il faut beaucoup distinguer l'athlète de pointe qui veut faire la performance de sa vie une fois par année ou une fois aux 4 ans, puis qu'il y a tout le suivi, puis l'équipe qui vient avec, puis la prévention. Il ne faut pas oublier que ces gens-là se blessent aussi pour avoir suivi des athlètes de performance dans ma vie. Ils se blessent quand même assez souvent, puis ils sont souvent à la limite de la gestion de la blessure versus la performance. Il faut distinguer ces gens-là de population générale ou même les bons sportifs. Là, je parle de tous ceux-là qui sont bons mais qui ne sont pas payés pour faire ça à temps plein. Eux, ben, on est plus dans une optique long terme, garder notre santé générale, même améliorer notre santé. Donc, oui, bien entendu, si
tu y vas pour des stratégies, tu penses qu'ils vont t'aider au niveau de la performance, mais que finalement, tu es toujours blessé, ben, ta performance, ça prend le bord de toute façon par défaut. Puis, tu sais, j'irais même à dire, je suis totalement d'accord avec toi, j'irais même à dire aussi, même disons que vous êtes un athlète de niveau régional, vous faites des compétitions par vous-même dans le but de vous faire du fun. Tu sais, je dis pas de ne pas le faire, exemple, ce mouvement-là, mais pensez que il y a peut-être une partie de l'année que vous pouvez éliminer ça, puis justement varier avec d'autres choses pour ne pas causer de blessures. Puis pensez aussi, vous faites-vous vraiment, qu'est-ce que vous tirez de ces compétitions-là? Puis quel avantage à long terme, exemple, je sais pas, d'avoir un hernie discale ou whatever, c'est quoi le problème, d'avoir une blessure récurrente à l'épaule, puis peut-être, oui, peut-être ça va vous mener à la victoire aujourd'hui, ou à la performance que vous voulez, mais à long terme, quand vous allez peut-être même être tanné de faire ce sport-là, cette activité-là, puis vous allez vouloir faire d'autres activités, puis là, vous allez vous dire, ouais, ben là, j'ai mal, fait que je pourrais pas faire ça, puis au bout du compte, ben, ça va avoir un impact sur votre vie. Fait que c'est des grosses questions, puis je pense, comme tu viens de le mentionner, c'est en général, là, à moins qu'on soit un athlète olympique ou de très haut niveau qui gagne sa vie avec ça, pour ma part, du moins, j'en vois pas l'intérêt de surutiliser ce genre de technique-là. C'est ça. C'est Et, on a une autre question. Épaule, barre derrière la tête. OK? Fait que là, on parlerait-tu du genre de press en arrière de la tête? J'imagine que c'est ça. Ouais, ben, on peut enchaîner avec ce qu'on voulait parler de shoulder press, en fait. Exact. On voulait parler du développé militaire, du tirage vertical, communément appelé shoulder press. Fait que oui. Oui, ben, en fait, premièrement, pousser ou tirer les choses derrière la tête, à mon humble avis, c'est quelque chose qui doit être évité parce que veux pas, tu n'as pas le choix d'avancer ta tête un peu pour que ça passe. Pas tout le monde qui a la mobilité pour aller pousser ou tirer derrière la tête. Fait que si on a le choix, bien entendu, pousser ou tirer devant votre tête parce que, bien entendu, vous allez pouvoir garder la bonne posture pour le faire. Fait que ça, c'est le premier conseil que je donnerais en débutant. L'erreur la plus commune que je vois sur tout ce qui va être soulevé de charge, épaule, que ce soit le press militaire, le lateral raise, ces choses-là, puis même celui-là, là, je me souviens jamais du nom. Le gros problème, ça revient à ce que je parlais au push-up et au bench press tout à l'heure, c'est que on va se ramasser avec l'épaule rondie vers l'avant. Ce que j'aimerais qu'on fasse comme expérience à la maison, c'est, en fait, rondissez-vous les épaules bien comme il faut, puis même penchez-vous vers l'avant comme ça. Puis là, essayez de lever votre bras le plus haut possible en faisant ça. Puis là, sentez à quel point c'est désagréable de le faire, puis que vous ne pouvez pas vraiment aller haut. Versus, l'inverse, ouvrez-moi ça, dégagez l'espace au niveau de l'épaule, puis levez votre bras le plus haut possible, puis le pouce vers le haut. Là, la plupart du temps, ça va passer pas mal mieux, puis il n'y aura pas vraiment d'inconfort à le faire. Ça, en fait, le pourquoi, là, moi, depuis le début, je parle beaucoup de l'épaule, tu sais, la balle de golf qui est sur un socket, un socle. Par contre, ce que j'ai pas dit comme détail encore, c'est qu'au-dessus de ça, votre clavicule puis la pointe de votre omoplate agissent comme plafond de l'épaule. Dans le jargon anatomique, on appelle ça l'espace sous-acromial. C'est que là, ici, il y a un espace entre la balle de golf et le plafond. Fait que là, ben, cet espace-là, lui, quand on va avoir l'épaule arrondie, il est quasiment fermé, il est de beaucoup diminué. Fait que ça favorise énormément les pincements d'à peu près tout, le tendon, bourse, tout ce qui finit par hit. Là, vous allez pouvoir le développer, le tendinite, bursite, etc., en faisant ça de façon répétitive, l'épaule arrondie. Versus, c'est prouvé scientifiquement que quand l'épaule est basculée vers l'arrière, puis l'omoplate est en rotation vers l'extérieur, les omoplates un petit peu plus rapprochées, sans exagérer, là, cet espace-là va être davantage dégagé. Donc, on diminue le risque de pincement au plafond de l'épaule. Fait que moi, ce que je vois souvent, là, on utilise souvent une autre expression au gym, des fois, je saigne des yeux. Donc, ça veut dire que j'aime pas du tout ce que je vois. Ce qui va se passer, c'est que on va être comme ça, puis là, on va tirer la charge, mais en plus, on va donner la petite swing d'extra pour aller pincer davantage l'épaule au niveau du plafond. Pour le même résultat, avec à peu près, mettons, un 20 à 30 cm de moins,
on peut aller chercher quand même quelque chose où on va avoir une bonne posture, on va lever, puis surtout, on ne sera pas en rotation interne de l'épaule pour faire le mouvement. On diminue de beaucoup notre risque de douleur et de pincement à l'épaule. Oui, totalement d'accord. Puis tout ce qui est de pousser là, au-dessus de la tête avec une barre ou quelque chose en arrière de la tête, je ne sais pas de où est-ce que ça part, ce mythe-là, du fait que ça va entraîner telle partie du muscle de l'épaule. Tu sais, il faut comprendre que même les pectoraux, tu ne peux pas entraîner le haut de tes pectoraux puis le bas des pectoraux. Il n'y a pas de. Tu sais, ça ne marche pas comme ça, le corps humain. Là. Tu ne peux pas découper ton corps puis dire je vais entraîner ça comme ça. Tu sais, ton corps, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup mieux fait que ça aussi. Tu sais, je pense que c'est une symbiose entre tout ce qui est musculaire, articulaire, etc. Puis là, on pourrait rentrer dans tous les systèmes même hormonaux. Fait que tu sais, c'est pas je découpe, puis même affaire, je n'entraînais pas le derrière de mes épaules en mettant ma barre en arrière. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi. Ça fait un peu, tu sais, ça marche pas comme ça. Fait que les études, tu sais, ça a démontré, là, ça sert à rien de faire du press. Puis je vais encore pire, tu sais, le tirage en arrière de la tête, là, avec la barre là, qui est sur une poulie, là, qui est pour entraîner le dos. Là. Imaginez-vous que la barre, disons que le système, il est brisé ou bien que ce soit, puis la barre à lâche, puis là, vous venez vous accoter ça en arrière d'un vertèbre cervical. Là, j'exagère, là, mais tout de même, ça pourrait arriver, puis il n'y aurait pas d'avantage à faire l'exercice en arrière de la tête. Ben là, peut-être qu'on, je sais pas, moi, vous pourriez avoir une hernie cervicale, une fracture d'une vertèbre, j'exagère, mais ou tout simplement des douleurs à long terme. Là. Fait que on n'est pas, il n'y a aucun avantage à faire ça, de mon point de vue. De ce que la littérature dit aussi. Fait que peut-être que dans 10 ans, on va finir par découvrir oui, c'est le meilleur exercice qui existe. Ce qu'on étudie nous le dira. Mais pour l'instant, surtout, j'aimerais qu'on brise le mythe là, du fait je mets ça en arrière de la tête, ça va beaucoup travailler mon derrière d'épaule. C'est complètement faux. C'est pas. Je sais pas ce que tu en penses, là, mais j'ai vraiment peur avec ça. Exactement. Ça, c'est un des mythes les plus répandus aussi. Là. Je vais entraîner telle partie de mon muscle. Ouais. Le muscle, il n'est pas sous-compartimenté en plein de tiroirs. Oui, il y a des fibres musculaires, mais en gros, quand l'électricité rentre dans le muscle contracte. Tu sais, un des plus beaux exemples, c'est contracte ton biceps. Je pense pas que personne est capable en ce moment de volontairement contracter, je sais pas, moi, vas-y, pour contracter juste cette partie-là de ton biceps, puis garde l'autre molle. Non, c'est tout ton biceps qui va contracter quand ton cerveau rentre de l'électricité dans ton biceps et qui dit « Allez, contracte ». Fait que non, ça, c'est des mythes répandus. On peut favoriser certains muscles selon la position, mais des parties de muscles, non, ça n'existe pas. On ne peut pas aller recruter davantage une partie. Exact. Du moins, en ce moment, on n'est pas encore capable de faire ça. Peut-être avec le temps, il y a une technologie X là, qui va sortir et qui va pouvoir faire ça. Puis même à ça, ça va être vraiment avantageux encore là de faire ça. Je ne sais pas, là, parce que pensez-y, là, dans votre vie quotidienne, vous faites les mouvements, là, vous ne pensez pas à contracter telle partie. Fait rendu là, encore là, je pense qu'il faut se poser des questions. C'est simplement ça, rendu là. Fait que ça répond, ben, c'est une très bonne question. Puis, je sais que ça peut. Là, on a parlé comme si c'était une évidence, mais je sais que c'est pas évident. Là, c'est de démêler qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, ou du moins qu'est-ce qui est appuyé par la science, qui est notre référence, parce que ça a été testé plusieurs fois avant de dire que oui, ça fonctionne ou non. Oui, puis je dirais aussi que nous, notre rôle, c'est pas de jouer on ne veut pas être les moralisateurs, on veut vous livrer l'information, aider à prendre des décisions par la suite. Parce que moi, personnellement, je qualifie ça d'erreurs. C'est des erreurs, tout ce que j'énumère là, que j'ai fait moi-même dans le passé, un moment où je n'avais pas cette connaissance-là. Puis même quand j'ai la connaissance, les articles scientifiques vont dire une chose, mon expérience clinique aussi. Fait que moi, ce que je dis là, quand je suis à peu près certain, puis encore là, les vrais, quand ils ont l'esprit cartésien scientifique, ne diront jamais qu'ils sont toujours 100% ce qu'ils disent, une petite portion de bémol. Mais je vous dirais que quand tu commences à avoir des articles, après ça, ben, tu as des clients dans ta clinique qui aboutissent et qui ont ce pattern-là de blessures sur une base régulière, combiné au fait que les kinésiologues qui, eux autres, sont au gym à temps plein, font les mêmes observations, ben là, on commence à avoir quelque chose de solide pour vous dire oui, probablement éviter si vous avez des douleurs ou si vous voulez prévenir ces douleurs-là, ce genre de mouvement-là.
Ah ouais, totalement d'accord avec toi, exactement. Puis non, c'est pas, là, on l'a dit, je me suis peut-être exprimé de manière à être morale, mais c'était pas l'objectif, c'est juste pour mettre ça au clair en ce moment. Puis si vous continuez à le faire et que vous n'avez pas de problème, ben, c'est bien correct, là, je parle, peut-être même que vous avez la mobilité pour faire ça, puis que l'épaule est bien correcte, puis ça va, là, mais je pense qu'il faut voir les choses à long terme aussi. Fait que, on le répète encore, c'est pas parce que ça fait pas de douleur, ça crée pas d'inconvénients aujourd'hui que dans 2 ans, ou ben même moins que ça, dans 1 an, 6 mois, ça ne pourra pas être une problématique. Fait que, là, quand il y a des recherches qui sont faites, c'est pas fait sur une personne, c'est fait sur des milliers de personnes en général, là, ça dépend des études. Fait que, ils aboutissent à des. J'aime pas conclusion, mais ils aboutissent vers des courants de pensée qui vont suggérer que, ouais, ben là, sur 1000 personnes, on a, je sais pas, 700 qui se sont blessés quand ils ont fait ce mouvement-là, ou toutes les personnes qui font ce mouvement-là, 50% ils finissent blessés. Ben, tu sais, là, on a de quoi quand même de concluant. Puis comme tu viens de dire, Jean-François, ben là, on a le côté aussi subjectif, pratique sur le terrain, que ben, ça tend vers ça quand même. Oui. Puis en fait, j'ajouterais à ça, il y a une ancienne collègue qui me disait souvent, ben c'est un peu, la prévention des blessures, puis avec les mouvements qui sont, disons, plus à risque. Des fois, c'est dur à vendre aux gens l'idée que c'est plus à risque de blessure parce que c'est un peu le même principe que la cigarette. C'est pas pendant que tu la fumes que tu vas avoir mal au poumon nécessairement. Ou, des fois, ouais, exact. Mais que le problème, le cause à effet, des fois, s'échelonne sur une très longue période. Mais une chose demeure, c'est que si je m'aperçois que j'ai le choix entre faire le même entraînement pour mon muscle ou mon groupe musculaire, puis que là, il y a de plus en plus d'évidence qu'il y en a un qui est à risque, puis l'autre, ben, il va me donner le même résultat, mais il n'est vraiment pas à risque, ben oui, ma sélection d'exercices va être évidente là, dans ce temps-là. Ben oui, totalement d'accord. Puis tu sais, il ne faut pas oublier aussi que l'humain, en général, a tendance à être plus réactif. Fait que réagir à une circonstance X quand ça va mal ou quoi que ce soit. Mais on a quand même de quoi qui s'appelle notre cerveau qui nous permet de rationaliser puis justement d'utiliser ce qu'on vient de dire. Fait que essayer de prendre au moins plusieurs sources d'informations puis vous faire une tête là-dessus. Puis après ça, ben écoutez, c'est comme on a dit, ça pourrait être correct pour vous. Puis c'est juste des lignes directrices. Fait que non, je suis totalement d'accord avec toi, moi, Jean-François. C'est comme ça que ça avance, puis ça peut changer aussi. Et de ce que je vois en ce moment, Nicolas Beauchemin veut parler de biceps. En ce qui nous en... ouais, c'est une bonne transition. C'est ta meilleure transition, je pense, depuis le. Ben, cool, on va parler de la flexion des coudes ou communément appelé le bon vieux bicep curl avec haltère ou barre ou quoi que ce soit là. Ou élastique. Fait qu'on on peut discuter. Je vais te laisser commencer. T'as de l'air bien parti là, sur le. Donc, en fait, je vais revenir. Je vais commencer par le poignet, parce que je n'avais parlé sur le bench press tout à l'heure. Le plus gros problème, c'était que le poignet pouvait se ramasser dans cette position-là, qu'on appelle l'extension. Le mouvement opposé va être la flexion. Et sur le bicep curl, c'est souvent le problème. C'est que là, les gens vont s'ambitier parce que je ne veux pas un bicep curl, là, pour l'avoir vécu dans ma jeunesse. C'est quand même le fun. Là, tu progresses, puis là, tu t'aperçois, wow, OK, je suis capable de prendre plus de charge, puis t'aimes ça. Là, l'affaire, c'est qu'il y a une petite compensation que tu réalises peut-être pas, c'est que les gens ont souvent tendance à aller accompagner la fin de leur mouvement par une flexion du poignet. Ça, là, ça dit c'est un bicep curl, c'est pas un wrist curl. C'est vraiment, encore une fois, la main demeure dans le prolongement de l'avant-bras, en belle ligne droite avec l'avant-bras. Il ne faut pas que ça soit courbé, twisté vers l'avant. Parce que ça, ce que ça fait en réalité, c'est que là, la charge que notre gros bicep est capable de prendre, ben, les petits muscles d'avant-bras ne sont pas capables de prendre la même charge, puis les poignets non plus. C'est quand même mathématique. Ils n'ont pas la même grosseur. Fait que moi, ce que je vois à la clinique, ben, c'est des gens qui vont aboutir avec des douleurs de type tendinite autour du coude, puis des inconforts au niveau du poignet. Fait que des fois, il y en a que des problèmes qui duraient depuis 6 mois, ils ne savaient pas trop d'où ça venait. Puis là, je leur parlais, je disais, OK, je leur faisais à peu près l'éducatif qu'on était en train de faire dans le présent Facebook Live, là, des top erreurs de positionnement au gym en général. Puis le bicep curl, il ressort très souvent, les gens font « Ah ouais, je pense que c'est celle-là mon erreur à moi. »
vont changer ça, on se reparle 2 semaines plus tard, oups, parfait, plus besoin de physio, salut, merci. Fait que finalement, c'était pas un cas de physio, c'était un problème qui pouvait être prévenu avec une bonne biomécanique au gym. Oui, exactement. Non, je suis totalement d'accord avec toi, surtout pour le poignet. Puis, écoute, il y a pas. C'est beaucoup de monde beaucoup de gens qui font ça. Puis surtout quand on vient, exemple, en fin d'entraînement, on augmente la charge encore une fois en fin d'entraînement. Puis on ne s'est pas échauffé, on n'a pas fait de conscience personnelle sur notre mouvement. On est juste allé lever la barre. Je comprends qu'on ne peut pas toujours être 100% concentré et conscient. Mais gardez en tête que quand vous entraînez, c'est un moment pour justement se concentrer à ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on dit aux gens, c'est pas super avantageux d'écouter quelque chose, exemple, quand tu vas faire un mouvement, plus quoi, par exemple la TV. Là, ça peut se faire, mais je ne dis pas de te bannir ça, mais d'être conscient de son corps. Fait que, ouais, on voit ça souvent, puis c'est ça souvent, c'est qu'on attend d'être blessé avant d'amener le correctif. Ce qui est correct, on peut le faire 1-2 fois, là, mais après ça, je pense que c'est bon de porter l'ajustement. Heureusement, je peux rassurer les gens qui ont ces douleurs-là en ce moment. Moi, de mon expérience personnelle, quand on a apporté ce correctif-là, puis c'était vraiment ça le problème, ça va rapidement. Justement, 2 semaines, là, quand tu t'enlèves quand tu mets le doigt sur le réel bobo, parce que ça, c'est une autre affaire. Je vois souvent des gens que les douleurs, ça traîne, c'est récurrent, puis là, ils veulent des traitements, puis des traitements, puis des traitements. En Amérique, je dis en Amérique du Nord, là, sur la planète, on est bon pour avoir un modèle qui ressemble beaucoup à. Bon, je roule en auto, puis là, je fais parallèle avec le corps humain. Je roule en auto, la petite lumière rouge allume sur le tableau de bord, j'éteins la lumière rouge, puis je continue à rouler. Donc, ça veut dire que ça règle le problème. Fait que là, je suis allé chercher un peu de traitement, je me suis fait mettre des aiguilles là-dedans, je prends des straps autour de mon poignet, je mets du gris, etc. Là, tous les trucs possibles qui sont du soulagement. En réalité, c'est tant que j'ai pas ouvert le capot, puis je suis pas capable d'aller. Puis tu sais, même si j'ouvre le capot, là, des fois nous autres, on va faire des tests d'imagerie avec les gens. La photo est belle, il n'y a rien qui est brisé. Mais en réalité, le problème, il est plus vidéo que photo. Quand on se met à analyser le mouvement, puis trouver la vraie cause de ce qui amène ce problème-là mécanique récurrent dans notre corps, c'est là qu'on trouve des réelles solutions durables à notre problème, puis que je vois l'étincelle dans les yeux de mes patients. Les plus belles histoires, ça fait bizarre à dire, mais c'est souvent, je dis pas tout le temps, mais c'est souvent quand j'ai pas réellement touché au patient, c'était plus quand je parlais avec puis je m'intéressais réellement à coudon, ça a pu commencer ton problème, parce que moi, je la comprends pas. Puis là, on trouvait des solutions durables. Je suis content que tu parles de ça parce que oui, je suis totalement d'accord avec toi. Puis ça décrit un peu la job du kinésiologue au niveau de l'entraînement en salle. C'est justement de corriger les mouvements ou d'amener le mouvement à être vraiment à pas de risque de blessure puis à être le plus efficace à long terme. Là. Parce que, tu sais, au bout du compte, de casser, exemple, les poignets, cet exercice-là, il y a une fuite d'énergie, il y a une perte d'énergie. Fait que même pour la performance, entre guillemets, tu sais, ça va avoir des pertes. Puis en plus, là, les blessures, tu sais, c'est de quoi qu'on va absolument éviter. Fait que, tu sais, ça fait partie de notre job sur le terrain, avant de devoir te référer à un physiothérapeute, de te corriger, puis corriger ton mouvement. Fait que, tu sais, il faut s'assurer aussi que la personne connaisse ce mouvement-là. Fait qu'exemple, moi, si j'essaie de vous guider là, en haltérophilie, je sais que mes bases j'ai des bases. Fait que, c'est pas moi qui vais être votre coach nécessairement d'haltérophilie. Fait que faut choisir la bonne personne là, pour expliquer là, ce type de mouvement-là, puis essayer de faire confiance. Il faut savoir quelqu'un qu'on fait confiance là, pour qu'il puisse nous guider là-dedans. Puis on peut éviter beaucoup de problèmes, puis beaucoup de dépenses d'argent aussi. Là, les militaires, c'est cool. Là, tout est inclus. Là, c'est un forfait inclus. Mais disons, je pense à quelqu'un qui est dans la population en général, qu'il faut qu'il débourse à chaque fois pour aller voir le physiothérapeute, le kiné, ou bien quoi que ce soit. Peu importe le professionnel, quand il est blessé, si vous avez peut-être investi ou vous êtes informé avant, vous pouvez éviter bien des problèmes, je pense, à court, moyen puis long terme, puis bien des dépenses d'argent aussi. Oui, puis en fait, ça m'amène à mentionner aux gens, puis là, je ne vais pas vous mettre dans l'embarras, mais si je le dis, c'est parce que je sais que ça va vous faire plaisir. Je pense qu'il n'y a absolument rien de mal. Là, vous croisez quelqu'un qui a un gilet PSP, qui est un kinésiologue que vous connaissez au gym. Peux-tu venir regarder mon bench 2 minutes? Je ne suis pas certain de quelque chose. Peux-tu regarder mon bicep curl?
ça va leur faire plaisir. Là. Puis même à la limite, si vous voulez les programmes, puis tout ce qui vient avec, l'encadrement est là, puis encore une fois, c'est gratuit. Tu sais, c'est notre job, puis exactement. Puis, tu sais, gardez en tête aussi que nous, là, tous les mouvements qu'on parle en ce moment, on se réunit souvent pour discuter des mouvements, discuter des dernières choses qu'on a appris. On parle avec les physiothérapeutes, Jean-François Audrey, etc. On travaille en équipe, puis on développe notre idée à travers ces mouvements-là, puis tout l'ensemble du corps humain à chaque jour. Fait que, on essaie on se garde à jour. On ne fait pas juste dire on pense que ça, c'est le mieux. Non, on se garde à jour, puis on s'informe d'autres professionnels aussi. Puis ça, pour moi, mon équipe, je suis convaincu aussi, tout le monde, c'est super important. Là. Puis souvent, on sort questionne, on a de la nouvelle littérature sur des exercices, puis quand on n'avait pas la bonne pensée, on l'accepte, on l'assume, puis on change notre mentalité. Là. Ouais, c'est tout à fait. Gênez-vous pas, soyez bien à l'aise, on est là pour ça. Puis ça nous fait plaisir, c'est notre job. On est là pour vous servir aussi. Fait que, ouais. Moi, je veux parler de biceps encore. Excuse, je me vide le cœur, n'est-ce pas? Il nous reste quelques minutes encore pour parler du bicep curl. C'était notre dernier. On peut se prendre encore un 5 facile. Là. Oui, ok, parfait. Il est 11h28. Fait que je suis prêt à tirer jusqu'à 35. Là. Parfait. Fait que là, les questions de dernière minute, gênez-vous pas. Si on n'a pas le temps de répondre, on peut écrire par la suite, là, répondre par texte. En passant, si les réponses verbales, vous n'êtes pas satisfait à 100%, là, on n'a pas pu toutes répondre, vous avez encore une sous-question, allez-y. Ça va me faire plaisir de répondre aussi. Donc, le bicep curl, si on revient au mouvement, le mouvement de magie. On va en faire, JF. Je te vois aller avec ton un rouleau de papier sur tout en passant. Il m'a assez fait rire un matin qui m'a montré ça, mais c'est excellent, c'est une très bonne idée. Fait que là, en fait, le bicep, là, j'assume que la position du poignet est rendue normalisée. Après ça, je sais pas pour toi, mais moi, l'erreur que je vois la plus commune encore, puis ça revient au même détail qu'on parlait pour les exercices précédents aussi, c'est que l'épaule va être beaucoup trop vers l'avant, fait qu'on va engager les muscles de l'omoplate pour justement s'assurer que l'épaule est à la bonne place, la petite balle de golf est à la bonne place, puis qu'elle pince pas aussi. Puis l'autre erreur, on en parlait tout à l'heure avec les charges au-dessus de la tête, derrière la tête, mais c'est que quand on va s'ambitionner à forcer fort, on va souvent y aller là, j'exagère, mais j'ai déjà vu cette exagération-là pour là, on va se mettre à swinger, puis surtout s'avancer la tête. Ce mouvement-là, là, de vraiment. Puis ça, veut pas, ça amène des forces là, au niveau du cou qui sont assez indésirables. Donc, suite à vos workouts de biceps intenses, si vous dites, coudon, je sens que j'ai les trapèzes raqués ou le cou, posez-vous pas la question, c'est parce que votre cou a fait beaucoup trop de mouvements qu'il n'était pas supposé de faire pendant votre entraînement. Puis, il y a aussi l'hyperextension de la région lombaire qui revient au même principe qu'on parlait au bench press tout à l'heure. C'est une compensation, en effet, qui, à certains moments, va vous faire lever plus lourd, parce que c'est vrai là, que plus que tu fais participer de muscles dans ton mouvement, puis que tu swings, il y a une certaine synergie, puis là, ça travaille en équipe, puis oui, là, tu peux faire 2 répétitions de plus, mais en réalité, c'est pourquoi on dit que c'est à bannir, c'est parce que, premièrement, c'est un exercice de biceps, puis deuxièmement, c'est le même principe qu'au bench press tout à l'heure, puis mon exemple de doigt, si tu amènes ta colonne comme ça, de façon répétitive, bien jackée vers l'arrière, ça se peut qu'elle ne soit pas prête pour cette expérience-là. Fait que le prix à payer pour lever 2 répétitions de plus peut être cher payé, justement. Là. Fait que là, on rentrait dans l'offre et la demande, là, mais on se comprend que si ça crée des douleurs lombaires pour 2 répétitions de plus, ça coûte pas mal, je trouve, pour tes 2 reps de plus, comme on pourrait dire. Fait que tu as répondu à la question aussi pendant dans ce que tu viens de dire. Là, est-ce que c'est Zoé. Est-ce qu'il y a le même principe que les push-ups pour la contraction de la ceinture scapulaire? Ça a été répondu, oui. Oui, puis moi, mon principe que je peux utiliser aussi, c'est parce que, tu sais, c'est pas toujours le même truc qui va être applicable à chaque personne pour dire, OK, là, je le sens vraiment, là, que ma ceinture scapulaire est activée. En fait, moi, ce que je fais souvent, c'est que je m'imagine, en fait, qu'il y a, à la base de mes omoplates, les omoplates, c'est des triangles. Donc, à la base de ces triangles-là, en bas, je m'imagine que j'ai 2 ficelles, puis je vais aller
les rapprocher un petit peu une de l'autre. Parce que je ne dis pas les coller. Exagéré, ouais. J'ai déjà utilisé cette expression-là, puis je me suis aperçu que, je vais vous faire une confession, j'ai déjà créé des problèmes. La communauté scientifique et médicale, ben, des fois, sans le savoir, on veut aider les gens le plus possible. Mais avec l'exagération, autant dans un sens que de l'autre, on s'est aperçu qu'on avait créé des problèmes. Fait que le mieux, c'est un petit peu d'activation. Tu me gardes la balle de golf dans le milieu, puis on va être correct pour activer tout ce qui va être en avant. Là, en fait. Exactement, exactement. Fait que, tout ce qu'on vient de dire est en lien avec la posture là, quand on fait un exercice. Puis, aussitôt que vous brisez votre posture, ben, ça peut être un avantage à court terme, mais ça peut créer des risques à long terme. Puis, moi, j'en reviens encore à m'affaire. Posez-vous des questions, c'est quoi les avantages, puis c'est quoi les inconvénients. Là, si vous acceptez les inconvénients à long terme pour les avantages que ça donne là, ben parfait. Prenez cette décision-là. Puis à l'inverse, si vous avez la réflexion que vous voulez garder plus en santé à long terme, ben faites le choix inverse, quoi que ce soit. J'ajouterais un commentaire général qui s'applique à tous les exercices, en fait, c'est que ça fait un peu bizarre à dire, mais j'ai déjà vu beaucoup d'incidents qui ressemblent à ça. Planifiez un peu comment vous allez remettre vos gros poids sur le rack ou au sol après, peu importe c'est quoi l'endroit désigné. Planifiez que vous allez être en situation de fatigue. Donc, au début de la série, ça peut être bon de planifier comment on va se disposer de ces poids-là, puis surtout la technique qu'on va utiliser. Parce que là, on est fiers, on a fini nos 10 répétitions, ou nos 6, ou nos 8, ou nos 12, peu importe. Puis là, on est à l'étape d'aller redéposer ça. Là, on devient un peu moins vigilant, puis c'est là qu'arrivent des problèmes des fois dans le bas du dos, puis aux épaules, puis tout ça. En situation où on est moins vigilant, plus relâché. Fait qu'il faut quand même rester à l'affût là, quand on va déposer ces poids-là, puis qu'on va engager nos abdominaux. Pour ceux qui rangent leur poids, oui. Là. Fait que ça, on est tannant avec ça, là, ouais. Mais ça fait partie de l'entraînement aussi. Hein? Ben, tu sais, on a tendance à pouvoir l'entraînement comme juste je lève des poids et tout. Mais tu sais, reste que le but, c'est de s'entraîner pour soit une activité, mais la vie en général. Fait que la vie en général, aller porter ses poids, comme aller porter, je sais pas, un bac de linge à quelque part, ça fait partie. C'est la beauté de la chose. Là. Ça fait partie de l'activité qu'on fait dans une journée. Fait que oui, il faut le prendre en considération, surtout quand c'est des charges élevées et des poids lourds. Fait que c'est sûr que ton exercice, c'est pas juste sur le moment de faire ton exercice. Là. Ça englobe le fait de prendre les poids, puis je vais lancer un petit warning de même, aller serrer les poids aussi. C'est de l'entraînement. La plateforme là, pour faire le point. Parce qu'on en voit encore souvent, malheureusement. Puis, tu sais, la majorité du monde le font très, très bien. Puis, c'est très respecté. Là. Surtout, c'est beaucoup mieux aussi au niveau militaire. Là, le monde range leur truc. Mais il y en a. Puis de prendre attention. Alors, on prend-tu une dernière question? Oh, oui. On a 32 secondes à peu près. Ah, parfait. On fait ça. Alors, on va répondre comme il faut. Est-ce que l'on peut travailler les muscles de la coiffe des rotateurs en force pour prévenir les blessures? Très excellente question. Concept de plus en plus mis en doute parce que, bon, ceux qui ont déjà eu des blessures à l'épaule, on se souvient de l'époque, il y avait beaucoup d'élastiques, de rotateurs en physiothérapie, puis tu sais, beaucoup. Il y en a de moins en moins pour différentes raisons, parce qu'on s'est aperçu que la fonction primaire de la coiffe des rotateurs, qu'est-ce que c'est la coiffe des rotateurs? Ben là, je reviens avec ma balle de golf, le tee qui est l'omoplate. Autour de ça, moi, la coiffe des rotateurs, je vois ça comme un manchon de néoprène il y a un gros phénomène de succion autour de l'épaule. La fonction primaire, c'est de stabiliser la petite balle de golf, l'épaule. Ça, c'est vraiment la fonction de la coiffe des rotateurs. Donc, on aurait tendance, un peu comme on parle d'entraîner les muscles stabilisateurs lombaires, là, le fameux core, d'y aller pour des mouvements qui vont aller chercher de la stabilisation. Donc, je m'explique, des choses qui vont être, par exemple, coucher sur le dos, tu as un poids de 3-5 livres, puis là, tu fais des petits 8 comme ça, puis là, tu vas dans différentes positions. C'est une forme d'exercice de stabilisation. Puis là, ben, je fais un parallèle, mettons les blessures à la cheville, ben là, on va beaucoup entraîner ces muscles-là en équilibre, en situations qui sont déstabilisées. Puis ça peut être la même chose pour le haut du corps aussi. Il y a des planches d'équilibre, ça peut servir pour les mains. Donc ça, faut se rappeler cette question-là, ben,
fonction numéro 1 de la coiffe des rotateurs, stabiliser. Donc, je vais utiliser beaucoup d'exercices de stabilisation de la coiffe des rotateurs. Puis, les muscles qui ont besoin d'être forts / endurants la plupart du temps, ben, on en a parlé un peu avec toi, c'est les muscles de la ceinture scapulaire. Ils vont être vraiment à l'arrière de l'épaule la plupart du temps. Eux autres, oui, on y va en force. Puis, bien entendu, les exercices de renforcement qui font pas mal. Parce que l'autre affaire, pourquoi c'est de plus en plus mis en question, c'est parce que chez des patients qui avaient de la douleur, on s'aperçoit que ça peut être très irritant. Tu sais, je demande à des petits muscles stabilisateurs où est-ce que je suis à un stade de pré-blessure, j'ai de l'inconfort, puis là, ben, je vais avoir l'idée, ben, OK, je vais aller renforcer ma coiffe, ça va m'aider. Mais là, ça se peut que ta coiffe soit déjà irritée, puis que là, tu n'es pas en train d'y demander pendant toute sa fonction de stabilisation, tu es en train en plus d'y demander d'être forte. Fait que là, elle rentre dans un certain surdosage, douleur, puis là, on s'aperçoit que de par cette méthode-là, qui était plus ancienne, d'aller renforcer la coiffe des rotateurs de façon d'emblée, je dirais, là, on créait des irritations et des problèmes plus que d'autres choses dans les épaules. Est-ce que c'est quelque chose que j'utilise encore dans certains concepts de réadaptation? Oui, si la coiffe des rotateurs est clairement faible suite à une chirurgie ou suite à un traumatisme quand même important, sauf que ça va avoir... bon, je vais lâcher mon papier dessus-tout. Hey, tu le lèves, hein? Ouais. fait que oui, je vais intégrer encore ces exercices-là. C'est un outil que j'utilise moins d'emblée, bien entendu. Il y a un moment pour le faire, puis ça ne sera pas au départ. Excellent. Ben, écoute, je pense que ça résume une très bonne réponse. Puis j'aurais certainement pas mieux répondu. Puis même que avec ce que tu viens de dire, je vais appliquer là, ce que tu viens de dire. Fait que super. Donc, je pense que ça fait le tour. C'est comme on a mentionné, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous envoyer des messages ou bien même sur la page PSP, là, BFC Bagotville. Soyez bien à l'aise. Fait que, on va y aller comme ça. Merci beaucoup, Jean-François. On n'a pas trop défoncé le temps. Là. Un petit 8 minutes, 9 minutes. Ça m'améliore. Ouais, on s'améliore. Puis... Mais je pense qu'on va toujours défoncer le temps. On aurait 2 heures, je pense qu'on ferait 2h10 ou bien 2h15, pareil. Ouais. Fait que non, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Jeff? Non, ben, peut-être juste un petit point technique. Si la technologie le permet, ben, notre prochain rendez-vous devrait être vendredi après-midi, la semaine prochaine. Oui, exact. Si la technologie le permet, effectivement. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir participé. Pour ceux qui ont participé, pour ceux qui vont regarder la vidéo, merci beaucoup de nous faire confiance. Merci beaucoup de nous écouter. Puis merci aussi d'avoir été patient là, avec les petits problèmes techniques qu'on a eus hier. Donc, bonne journée à tout le monde. Bye-bye. See?